Bonjour et bienvenue dans la séance numéro 3. On va débuter l'étude du CSS aujourd'hui. Je vais reprendre la diapo du cours 1 ici où on a présenté l'aperçu de la session, juste pour qu'on se remette un peu en contexte. Au cours 1, on a fait une présentation du cours, on a débuté l'étude du HTML. Au cours 2, on a complété l'étude du HTML, du moins pour ce qu'on allait voir dans le cadre du cours. Et nous sommes rendus à parler de règles CSS. Des règles qui vont nous permettre de donner une apparence à nos éléments HTML. Au cours 4, la prochaine séance, on va étudier Bootstrap, la portion CSS de cette librairie-là. Alors, je ferme la diapo. Je reviens ici. Le plan plus détaillé pour la séance numéro 3 est le suivant. Dans la première capsule, qui est celle-ci, on va faire un rappel du rôle du CSS très rapidement. On va parler de la syntaxe de base des règles CSS et des sélecteurs. Au deuxième point, on va voir comment on peut extraire nos règles de style dans un fichier CSS externe. Troisième capsule, on va parler du modèle de la boîte qui va vous aider à vous faire un modèle mental des éléments HTML et comment on peut les styliser. Et on va parler des différents formats que peuvent prendre les dimensions et les couleurs. Il y a différents systèmes, on va voir quelques exemples. À la quatrième capsule, on va faire un exercice pour consolider ce qu'on aura vu au point 3, ainsi que ce qu'on aura déjà présenté en 1 et en 2. Et ce sera le laboratoire table. On va styliser une table HTML. Capsule 5, on va regarder les requêtes médias et on va en profiter pour faire l'ouverture également. Alors, il y aura 5 capsules. La première sera sûrement la plus longue là, pour mettre la table pour le CSS. Alors, allons-y. On va faire un rappel rapide du CSS. Le CSS nous permet de définir l'apparence d'une page, donner le style à nos éléments, que ce soit la couleur d'arrière-plan, que ce soit la taille de la police, la largeur d'une division, peu importe, tout ce qui est l'apparence sera défini avec des règles de style CSS. Ces règles-là prennent une certaine forme, une syntaxe spécifique qu'on doit respecter. Les règles ont deux parties, je dirais, principales, la sélection et les déclarations. Alors, dans la sélection, on peut retrouver un ou plusieurs sélecteurs. Ici, on a 2 sélecteurs. Ils sont séparés par une virgule. On pourrait en avoir 1, on pourrait en avoir 5, on pourrait en avoir 10. Si on a plusieurs sélecteurs dans notre sélection, on les sépare par une virgule. Et il y a différentes manières d'écrire des sélecteurs également. On va en parler juste dans un instant. Mais ici, on voit une sélection de type élément. Alors, je sélectionne tous mes paragraphes, tous mes titres de niveau 2. Je pourrais sélectionner toutes mes divisions en ajoutant une virgule et div. Mais tout ça, on en reparlera tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de voir que les règles CSS débutent par une sélection avec un ou plusieurs sélecteurs. Ensuite, on ouvre les accolades. Et tout ce qu'on va écrire à l'intérieur des accolades, ça sera des déclarations. Et cette déclaration-là ou ces déclarations-là s'appliqueront à la sélection qui précède les accolades. Donc ici, on vient donner une certaine police, police de type Arial. Ça aussi, on en reparlera des propriétés et des valeurs plus tard. L'important, c'est de voir que les déclarations vont à l'intérieur des accolades. Et si je résume cette règle-ci, si vous êtes curieux, curieuse, ce qu'on dit ici, c'est que tous les paragraphes et les titres de niveau 2 auront une police Arial. Vous pouvez lire ici le détail, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est aussi ce qu'on va démontrer dans quelques instants avec le code dans Sublime Text. Si on regarde plus spécifiquement ce qui vient à l'intérieur des accolades, les déclarations. Ici, je vous donne un exemple avec 2 déclarations à l'intérieur des accolades. On peut en avoir une, on peut en avoir 2, on peut en avoir 5, on peut en avoir 50. Ça n'a pas d'importance, il faut les séparer par un saut de ligne. Chacune des déclarations a 2 parties, aussi importantes une que l'autre. Les 2 sont requises. Première partie de la déclaration, c'est la propriété pour laquelle on veut donner un certain style. Ici, la couleur de la police. Ici, le type de police. Faites attention, il y a souvent des gens qui écrivent « font color », c'est une erreur, mais ça aussi, on en reparlera un peu plus tard. Alors, la première partie de la déclaration, c'est la propriété. Et la deuxième partie, c'est la valeur qu'on assigne à la propriété. Ces 2 parties-là sont séparées par un 2 points et la déclaration
se termine toujours par un point-virgule. Assurez-vous de respecter cette syntaxe-là. Alors, je résume. On a la sélection pour débuter notre règle. Sélection qui est composée de un ou plusieurs sélecteurs, dont on reparlera dans un instant, les différents types de sélecteurs. Ensuite, les accolades. À l'intérieur des accolades, on peut avoir une ou plusieurs déclarations, et chacune des déclarations est composée d'une propriété séparée par un 2 points de sa valeur, et le tout se termine par un point-virgule. Ici, je dirais que tous mes titres niveau 1, tous mes titres niveau 2, tous mes titres niveau 3 ont une couleur de police rouge et une famille de police ou une police Arial. OK? Vous pouvez lire ça aussi si vous le souhaitez. Je tiens à insister, on est encore dans la section où on traite de la syntaxe, les propriétés et les valeurs spécifiques, ainsi que les types de sélecteurs. On en reparle dans quelques instants. Maintenant, tout ce code-là doit être écrit en quelque part de spécifique. Vous ne pouvez pas juste écrire des règles CSS, exemple, dans le body de votre fichier HTML et vous attendre à ce que le navigateur comprenne comment traiter ce code-là. On va voir qu'il y a un emplacement spécifique. On doit le mettre dans une balise de style. Exemple, ici, on voit qu'on sélectionne tous les paragraphes pour leur donner 2 déclarations. Mais cette règle de style-là sur tous les paragraphes se retrouve à l'intérieur d'une balise style. Et on verra un peu plus tard aujourd'hui, en fait à la capsule 2, comment on va extraire ce code CSS-là dans un fichier externe. Et ça sera la façon à faire pour le cours. Mais je vais juste vous dire ici, là, ce qui est important à retenir pour l'instant, c'est que les règles de style doivent être écrites dans un emplacement spécifique. Vous ne pouvez pas juste écrire ça n'importe où dans votre document. Alors, c'est la mise en contexte. Je pense que ça ne me donne rien de parler de plus de théorie avant d'aller faire du code, sinon ça va être trop abstrait. Donc, je saute dans Sublime à l'instant. Je tiens à vous dire que pour réussir à démontrer ce qu'on vient d'expliquer, ça va me prendre quelques propriétés et quelques valeurs. Mais le but là, de cette démonstration-là n'est pas de comprendre le détail des propriétés en question, ni le détail des valeurs. On va y revenir plus tard. Mais je n'ai pas le choix d'utiliser des propriétés et des valeurs pour vous montrer la syntaxe. Okay? Sinon, il n'y aurait juste rien à démontrer. Allons-y, j'ai mon Sublime. Je suis dans le cours 3, section 2.1, dans la démonstration. Je vais créer un fichier, index.html. Je dirais qu'à ce point-ci de la session, j'imagine que vous êtes confortable avec la création de fichiers, la génération du template de base ou du squelette de base. Donc, je continue. Démo 2.1, les sélecteurs. Je vais mettre aussi la syntaxe de base. J'ai créé mon meta tag pour la gestion des caractères spéciaux. Juste un petit peu de contenu. J'ouvre dans le navigateur ici. Je vais agrandir un peu. J'ai le bon fichier. Tout fonctionne jusqu'à date. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais suivre la démonstration ici. Je vais mettre en place une division avec 3 paragraphes à l'intérieur. Ça va ressembler énormément à ce qu'on a fait ici au cours 2 quand on a expliqué les attributs de balise avec les classes et les ID. Mais maintenant, au lieu de seulement parler de la syntaxe de classe et ID, qui est maîtrisée, j'assume à ce point-ci, on va se concentrer sur la syntaxe des règles CSS. Donc, je continue. Je vais mettre un peu de lorem ipsum à l'intérieur de mon paragraphe. Vraiment juste un petit peu. Je vais copier-coller mon paragraphe. J'en ai 3. Si je rafraîchis ma page, tout semble bien fonctionner. Je vais en rajouter un petit peu en fait ici. Hop. Hop. Ça, c'est un petit peu mieux. OK. Et là, j'ai mes 3 paragraphes. On va commencer à parler du CSS. Okay? Première chose à savoir, comme on a dit tout à l'heure, il faut écrire le CSS dans un endroit spécifique. Si j'essaie d'écrire dans le body une règle de style, faites-moi confiance que la règle ici est écrite correctement. C'est juste qu'elle n'est pas écrite au bon endroit. Mais la syntaxe est correcte. Tous mes paragraphes doivent avoir une couleur de texte rouge. Et si je fais ceci, je sauvegarde, bien évidemment, ça ne fonctionne pas. Ma règle de CSS n'a pas été appliquée. J'ai seulement ajouté du contenu visible. Je vais ouvrir l'outil d'inspection.
On l'aura à droite ici. OK, ça c'est beau. Okay, habituez-vous à toujours avoir l'outil d'inspection, soit d'ouvert ou soit d'être en mesure de l'ouvrir rapidement. Des fois, je le ferme aussi pour avoir la pleine largeur. OK, mais il faut être confortable à l'idée d'utiliser les outils d'inspection. Donc, je vois que ma règle de style a plutôt été ajoutée comme contenu visible au body. Et là, on pourrait dire, OK, mais ça veut juste dire qu'il faut que je mette cette règle de style-là dans le head, étant donné que le body, c'est visible, et le head, c'est là où on met les informations méta. Okay, ça ne serait pas une mauvaise intuition, mais en fait, on se retrouve avec exactement la même chose. Au moment où le navigateur reçoit le code, il fait quelque chose qui s'appelle le parser, là, le traiter. Et pour lui, même si c'est dans head, étant donné que ce n'est pas dans une certaine balise, le navigateur il dit « Ah ben ça doit aller dans le body ». Ce qui vient, qu'est-ce qui nous amène à parler de la balise style. La balise style va nous permettre d'écrire du CSS directement dans un fichier HTML. Et là, j'insiste là-dessus tout de suite pour que ça soit clair. C'est seulement à utiliser comme approche lorsque vous faites des tests rapides, vous voulez expérimenter, vous voulez faire une démonstration pour quelqu'un. Par contre, pour tout ce qui est livrable, pour tout ce qui est évaluation dans le cadre du cours, on va utiliser une autre approche qu'on présentera en 2.2, qui est le fichier de style externe. Mais je commence quand même par style pour commencer par quelque chose qui est plus simple et pour vous montrer aussi une technique qui est rapide quand on veut juste faire un test ou une démonstration. Alors, j'ai écrit une balise style et je vais l'effacer et je vais l'écrire à nouveau pour que vous voyez ce que j'ai fait. J'ai écrit style, j'ai appuyé sur la touche Tab, un peu comme on fait pour Meta ou comme on fait pour Div. Et quand j'ai appuyé sur Tab, l'attribut, ça c'est un attribut, l'attribut type et la valeur entre les guillemets. Souvenez-vous de la syntaxe des attributs. Donc, type est égal à texte CSS. Ça a été ajouté pour moi. C'est obligatoire de l'écrire, mais si vous utilisez le snippet, le snippet qui est le fait de terminer automatiquement du code en écrivant seulement une portion. Donc, j'écris une portion, j'appuie sur Tab et j'ai ce qui s'appelle en anglais auto-completion, quelque chose qui vient me compléter automatiquement mon code. Donc, si j'utilise le snippet, j'aurai l'attribut sans avoir à l'écrire. Je continue. À l'intérieur de la balise style, ce que je vais écrire, ici, à titre d'exemple, tous mes paragraphes doivent être de couleur rouge. Ça sera traité comme du CSS. Et c'est ce qu'on voulait faire depuis le début. Et quand j'ai commencé, tantôt je l'ai mis ici, ensuite je l'ai mis à l'extérieur d'une balise style, ça n'a pas fonctionné. Pour que ça fonctionne, le CSS doit être écrit à un endroit spécifique. Je l'ai fait, je sauvegarde, je vais rafraîchir ma page. Et maintenant, je n'ai plus rien dans mon body qui est la règle de style. Par contre, si je viens cliquer sur un paragraphe, je vois que la règle de style a été appliquée. Et on a attaché à l'arbre HTML une certaine règle de style. Et ça, cet arbre-là en question, j'en reparlerai au cours 7 lorsqu'on va parler du DOM. Mais ce que je veux dire, là, ce qui est important, c'est de voir que le CSS a bel et bien été traité comme du CSS et non pas juste comme du texte brut ou comme du contenu envoyé dans le body. Okay? On peut voir ici, là, dans le head, la règle, ou comme j'ai dit tantôt, on peut la voir appliquée sur les éléments qui ont bel et bien reçu cette règle-là. Je reviens dans Sublime. Okay? Je pense que ça a couvert la notion d'écrire le CSS au bon endroit. On va maintenant parler des sélecteurs. Les sélecteurs, c'est ce qui vient au début d'une règle HTML. C'est la sélection qui est composée d'un sélecteur ou plusieurs sélecteurs. Séparé par une virgule s'il y en a plusieurs. Ici, on a un sélecteur de type élément. C'est-à-dire qu'on sélectionne tous les éléments qui portent un certain nom. Le nom ici, ou une certaine valeur, c'est P pour paragraphe. Je pourrais dire que tous mes paragraphes, et je ne sais pas moi, tous mes liens hypertextes sont en rouge. Là, je séparerais mes deux sélecteurs par une virgule. Je vais l'effacer. On aura la chance de se pratiquer avec plusieurs sélecteurs. Je vais donner une deuxième déclaration ici à mes paragraphes. Je vais dire que
la police doit être de la famille Arial. Sauvegarde, et vous voyez, quand j'ai rafraîchi la page, la police est légèrement différente. Je vois que la règle de style ici a bel et bien été attachée à mon premier paragraphe, à mon deuxième et à mon troisième aussi. Je peux la désactiver. Là, on peut jouer avec les outils, mais ce n'est pas vraiment le but de la démo en ce moment. Donc, premier type de sélecteur, le sélecteur élément. Je vous donne un autre exemple. Imaginez qu'on ait un élément à l'intérieur de notre paragraphe, qui est un élément de type span, qui nous permet de styliser des éléments qui s'appellent en ligne. Vous pouvez aller lire là-dessus si vous le souhaitez, mais le but ici, c'est juste de vous montrer qu'on peut sélectionner des éléments en CSS en écrivant seulement le nom de l'élément. Donc, j'ai un élément en span, ça n'ajoute rien de nouveau en tant que tel, à part le contenu. Quand je viens inspecter ici de mon premier paragraphe, je vois le span en surbrillance. Donc, ce sont les deux mots ici, mon span, mais il n'y a rien qui a changé. Je pourrais, dans mon CSS ici, venir spécifier que tous mes éléments span vont avoir un style particulier. Là, j'en ai juste un, j'ai juste cet élément span-là, mais si j'en avais plusieurs, ils seraient tous automatiquement, ils recevraient tous la règle de style. Alors, tous mes éléments span auront, moi, je ne sais pas, je peux inventer une taille de police légèrement différente. Font size 1.4M. 1.4M, ça veut dire qu'ils seront 1.4 fois plus grands que la taille de la police. On reparlera de l'unité M tout à l'heure en 2.3 quand on fera le modèle de la boîte, les dimensions et les couleurs. Je sauvegarde. Et là, je vois bel et bien mon élément span, ici en taille plus grande. Je vois que l'élément a reçu la règle de style. Je pourrais la désactiver, la réactiver pour valider le tout. OK, alors ça semble fonctionner. Je fais un rappel de ce qu'on a vu jusqu'à date pour qu'on s'assure de comprendre les bonnes choses, parce qu'il y a des choses là-dedans qu'on va discuter plus tard. Tout d'abord, il faut comprendre que le CSS est écrit à un endroit spécifique pour que ça fonctionne. Et deuxièmement, il faut comprendre à ce point-ci qu'on peut sélectionner des éléments à partir du CSS en écrivant le nom de l'élément. P, span. Je pourrais aussi dire que j'ai plusieurs éléments. Donc, imaginez que j'ai un lien hypertexte ici qui pointe vers http://amazon.ca, lien vers Amazon. Je vais enlever ici la balise. J'ai un lien vers Amazon qui est de la même taille que le texte, mais si je venais sélectionner également tous mes éléments A dans cette sélection-ci, regardez qu'est-ce qui va se passer pour le lien. Oh, le lien devient de la même taille que ma balise span. OK, je pense que c'est assez clair pour tout ce qui est sélection de type élément. On va continuer maintenant avec un deuxième type de sélecteur, qui est le sélecteur classe. Et ça fait un lien avec ce qu'on a présenté en 2.1 du cours 2. Si je veux, à titre d'exemple, donner un style spécifique à mon premier paragraphe et mon deuxième paragraphe, la manière la plus simple, c'est de créer un sous-ensemble d'éléments en leur donnant une classe commune. La classe qui est l'attribut HTML class, qui est C-L-A-S-S. C'est ce que je vais faire. Je vais dire classe est égal à paragraphe test. Alors, je donne une classe à mon premier paragraphe et je donne la même classe à mon deuxième paragraphe. De cette manière-là, je viens de créer un sous-ensemble, un regroupement d'éléments potentiels. Okay, ça ne veut pas dire que je vais l'utiliser, mais j'ai une méthode, mais j'ai une façon ici de cibler plusieurs éléments par une classe partagée. Okay, alors, c'est un sous-ensemble un peu abstrait, mais ça reste une manière de regrouper des éléments ensemble. Et je vais vouloir donner à mes deux premiers paragraphes un style spécifique. Je vais vouloir dire que, moi, je ne sais pas, ils ont une bordure bleue d'1 pixel d'épais et de type continu, solide. Pour cibler ce sous-ensemble-là d'éléments qui partagent une classe commune, okay, je vais pouvoir faire ça en CSS en débutant mon sélecteur par un point. Alors, au lieu d'écrire seulement le nom de l'élément, span, A pour anchor tag, P pour paragraphe, je débute avec un point et j'écris le nom de la classe.
Okay? La classe qui est partagée par ce sous-ensemble-là. Paragraphe-test. Tous mes éléments avec une classe paragraphe-test. Et là, il y a une conception qui est parfois erronée, qui est de se dire, OK, tous mes éléments avec une classe de paragraphe-test doivent être des paragraphes. Mais pas du tout. Je pourrais donner la classe paragraphe-test, moi, je ne sais pas, à ma balise A. Et la balise A ici ferait partie du sous-ensemble qui est créé avec la classe paragraphe-test. Il y a moyen de sélectionner plusieurs éléments qui ne sont pas de la même nature, qui est span, A, P, div, en les ciblant grâce à la classe. Mais ça, on va rarement faire ça dans le cadre du cours, là, mais c'est possible. Donc, tous les éléments avec une classe paragraphe test, peu importe leur nature, je vais leur donner une règle de style et je vais dire que leur bordure sera de 1 pixel continu, qui est solide, couleur bleue. Et là, comme j'ai dit là, tout à l'heure en préface, ce qui vient à l'intérieur, les déclarations, donc propriété, valeur, on en reparle plus tard. Le but ici, c'est de regarder les sélecteurs. Donc, sélecteur classe, je sauvegarde, je viens rafraîchir et je vois bel et bien mes deux premiers paragraphes avec une bordure bleue. OK. Si j'avais également appliqué la classe paragraphe test, je ne sais pas, à mon span, classe est égale à paragraphe test, ça n'aurait plus ou moins de sens d'un point de vue sémantique, parce qu'on a dit paragraphe, c'est pas un paragraphe, mais juste pour vous montrer que ça fonctionne, okay, le span qui est ici, regardez qu'est-ce qui se passe quand je rafraîchis, on voit bel et bien une bordure bleue autour du span. Alors ça, c'est notre sélecteur classe, okay, sélecteur, je le répète, qui permet de sélectionner un sous-ensemble d'éléments qui ont une classe commune. Il nous reste un type de sélecteur à présenter. On va utiliser 3 sélecteurs uniquement pour le cours. Il y en existe d'autres. On va se contenter de 3. Ça va nous permettre de faire l'ensemble des exercices, de bien comprendre le CSS. Okay. L'important, ce n'est pas de tout voir, c'est de comprendre comment un langage fonctionne. C'est le sélecteur élément. Et on a parlé de l'attribut, le sélecteur ID, pardon. On a parlé de l'attribut ID en 2.1 du cours 2. C'est un attribut qui garantit, comment dire, une sélection unique. Si je donne un identifiant à un élément, exemple à mon premier paragraphe, je dis ID premier paragraphe. Okay, cet identifiant-là sera unique dans mon document. Je n'ai plus le droit de donner le même ID à un autre élément. Si je fais ça, je me retrouve avec du HTML qui n'est pas valide. Okay, alors, l'utilisation d'un attribut ID garantit l'unicité de cette valeur-là. Contrairement à la classe, elle peut être réutilisée autant de fois qu'on le désire. Maintenant, okay, s'il y en a qui ont déjà de l'expérience avec CSS, vous avez peut-être pensé, OK, il y aurait d'autres manières de sélectionner le premier paragraphe avec un système là, qui s'appelle le end-child, et vous avez tout à fait raison. Il y a aussi le sélecteur first, il y a moyen de faire ça autrement. Ce n'est pas le but du cours. Le but du cours, c'est de vous montrer des techniques spécifiques. Alors, on va cibler le premier paragraphe seulement, lui donner un style en utilisant son identifiant unique, okay, l'attribut ID de valeur premier paragraphe. Et pour cibler un élément par son identifiant, son ID, on débute le sélecteur par un dièse. Dièse, premier paragraphe. Là, j'écris les accolades et ce qui vient à l'intérieur, on en reparlera plus tard, mais je pourrais dire, moi, je ne sais pas, background color, light gray. Donc, un gris pâle comme couleur d'arrière-plan pour le premier paragraphe. Si je sauvegarde et je rafraîchis, je vois bel et bien mon premier paragraphe avec une couleur d'arrière-plan gris pâle. Là, je vais juste faire quelques petites mentions pendant qu'on est ici. Okay, la première, c'est qu'il n'y a rien qui m'empêcherait de combiner différents types de sélecteurs. On en a vu 3. Okay, différents types de sélecteurs dans une liste de sélection. Je pourrais dire que tous mes éléments span, tous mes éléments A, et moi, je ne sais pas, le premier paragraphe dans son ensemble doivent avoir une taille de police de 1.4 EM. Je sauvegarde et là, je vois le résultat. Donc, il n'y a rien qui m'empêche de faire ça.
combiner différents types dans une même liste de sélection. L'important, c'est juste de séparer le tout par des virgules. Deuxièmement, je fais un petit rappel de ce qu'on a vu ici en 2.1, ce qui est important d'avoir compris à ce point-ci des démonstrations. Il faut écrire notre CSS à un endroit spécifique qui est à l'intérieur de la balise style. Par contre, on verra une meilleure façon de faire qui est le fichier externe en 2.2 et ça serait la façon de faire pour le cours, du moins pour tout ce qui est évaluation. Et deuxièmement, on a parlé de 3 types de sélecteurs. Sélecteur élément, où on écrit directement le nom d'élément et ça cible tous les éléments de cette nature-là dans mon code pour leur donner une règle de style. Ensuite, le sélecteur classe pour sélectionner tous les éléments qui partagent une classe commune. Et finalement, le sélecteur ID. On a vu qu'on peut les combiner ensemble, qui est dans une liste de sélection. Le reste, propriété, valeur, on en reparle tout à l'heure. Si je viens voir la description, paragraphe, span, lien hypertexte, la balise de style pour écrire du CSS, on a vu le snippet qui génère pour nous l'attribut type et sa valeur texte CSS. Premier sélecteur type élément, on a mis du style, parfait. Sélecteur classe, ID. L'ID, on a donné des styles différents. Là, on a mis 1 pixel solid blue au lieu de 2 pixels, mais c'est pas vraiment ce qui était important. OK, alors ça fait le tour de 2.1 pour tout ce qui est démonstration. Je reviens au diapo. Vous avez les fiches résumées sur ce qu'on vient de démontrer. C'est quoi un sélecteur de type élément, type classe, type ID, c'est quoi leur syntaxe, qu'est-ce que ça vient cibler. Okay. Quelques exemples. Et c'est maintenant le temps de faire un exercice pour consolider ce qu'on a présenté en 2.1. Alors, comme d'habitude, je vais mettre la capsule sur pause. Je vais préparer le fichier de solution. Je vais préparer le navigateur et on se revoit pour la solution dans quelques instants. Allons-y. J'ai créé le fichier solution.html. Je l'ai chargé dans le navigateur ici. J'ai aussi ouvert description.txt. Je veux juste attirer votre attention sur un petit détail avant de débuter. Ici, on a 2 balises méta supplémentaires, contrairement à ce que je fais d'habitude dans les capsules. C'est simplement dû au fait que j'ai créé ce template de base-là à partir de VS Code, Visual Studio Code, au lieu de Sublime Text. C'est la seule raison. Ça ne change rien et je ne vais pas présenter ces balises-là. J'y vais avec la description. Prenons 10-15 minutes, peu importe le temps que ça a pris, c'est pas ça l'important. Téléchargez le fichier de départ, renommez-le si vous le désirez. Je sais ce que j'ai fait, solution.html. Ouvrez la balise de style dans la section head du fichier HTML. Là, il y a un petit indice, la balise vient ici. Mais on sait que tout ce qui est méta, tout ce qui n'est pas du contenu visible, doit se retrouver dans head. Et ça sera vrai aussi là, quand on va utiliser un lien vers un fichier externe. Le lien en tant que tel vers le fichier de style, c'est de l'information méta, ça viendra dans head. Alors, style, ça c'est fait. En utilisant le sélecteur de type élément, donnez le style suivant aux éléments. Vous pouvez copier les déclarations. Donc, les déclarations ici, on les a. Ce n'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est d'écrire des sélecteurs. Pour toutes les cellules de l'entête de table, élément TH, appliquez le style suivant. Alors, je vais copier ceci et je vais dire, bon, tous les éléments TH, il s'agit d'un sélecteur type élément, pas de point, pas de dièse. Je mets mes accolades et j'écris la déclaration à l'intérieur. Ce que j'aime faire et ce que je vous recommande de faire, c'est de valider chacune des étapes. Que ce soit du HTML, que ce soit du CSS et que ce soit du JavaScript. Je dirais même qu'en JavaScript, c'est encore plus important parce que c'est un peu plus abstrait que ce qui se passe. C'est très important de valider parce que si vous écrivez tout d'un coup, c'est difficile de voir si chacune des étapes fonctionne. Et si vous avez un bug, c'est difficile de diagnostiquer. Alors, je dirais que le succès en développement, c'est de trouver des stratégies pour valider chacune des étapes dans le développement de l'application. Text Decoration Underline. Alors, on devrait voir une différence pour tout ce qui est cellules d'entête. Portons attention à lundi, mardi, mercredi. Quand je vais rafraîchir, je vois une différence. Même si vous ne saviez pas qu'est-ce qui allait se passer, en portant attention, on voit qu'il y a un soulignement pour chacune des cellules d'entête et c'est ce qui est donné par Text Decoration Underline. Continue.
toutes les cellules du corps de la table, qui est les cellules de données, les TD, Table Data, on va donner le style suivant, Text Align Center. J'écris une deuxième règle, j'écris mon sélecteur élément, et à l'intérieur, je dis Text Align Center. Et là, je devrais voir une différence pour toutes les cellules du corps de la table quand je vais rafraîchir. Et je vois qu'elles sont centrées dans leur colonne. C'est ça que le Text Align fait pour nous. Continue. Pour toutes les cellules de l'entête et de données, donc toutes les TH et les TD, appliquez les styles suivants. Et là, la mauvaise manière de faire, c'est de dire, bon, je vais donner le style ici et je vais donner le style ici. OK, pourquoi c'est une mauvaise manière? Et là, ça me permet d'introduire une certaine idée en programmation. C'est qu'on ne veut pas dupliquer notre code. On veut avoir ce qui s'appelle une seule source de vérité, du moins lorsque c'est possible. Là, j'ai pris du code, je l'ai dupliqué. Par dupliquer, je veux dire copier-coller ou répéter. Je l'ai pris ici, je l'ai copié-collé ici. Imaginez, parce que ça fonctionne. Si je sauvegarde, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Mais ce n'est pas la bonne manière parce qu'imaginez que je souhaite modifier une partie de ma bordure. Au lieu d'avoir 1 pixel, je veux 5 pixels. Je dois maintenant changer mon code à 2 endroits parce que je l'ai dupliqué. Et je l'ai copié-collé. Si j'ai 2 endroits, ça se passe assez bien. Si j'en ai 50, ça va être un peu plus difficile. Je regarde, ça fonctionnerait. Alors, je dois trouver une manière qui est le plus possible. Des fois, il n'y aura pas vraiment de solution optimale, là, mais au plus possible, je dois trouver une façon de ne pas dupliquer du code. Et là, si je supprime ma règle, supprime la règle ici, je peux me servir d'une liste de sélecteurs comme sélection, th,td, pour écrire à un seul endroit les règles de style. Donc, de cette manière-là, j'écris que toutes mes cellules de l'entête, toutes les cellules du corps de la table auront une règle de style. Et si éventuellement je veux modifier la bordure pour 5 pixels, j'aurai un seul endroit à modifier. Je sauvegarde. OK, et on retrouve la bordure d'1 pixel. Alors, regardez ça en tête, pas juste pour ce qui est sélecteur CSS, mais déjà regardez ça là, pas loin. À chaque fois que vous écrivez du code, si vous vous retrouvez à copier-coller quelque chose, ça devrait être un indice qui aurait potentiellement une meilleure manière de faire. Du moins, là, ça devrait sonner une cloche. Je ne suis pas en train de dire que c'est toujours le cas, mais ça devrait vous amener à vous poser des questions. Ça marche, ça c'est fait. 4. On va préparer le terrain pour faire de la sélection avec des sélecteurs classes. Donc, ce qu'on va faire, on va donner un attribut classe avec une valeur de température négative pour toutes les cellules de la table. J'aurais pu être plus précis, j'aurais pu dire toutes les cellules du corps de la table pour ne pas que vous pensiez que ce soit les entêtes qui doivent avoir les classes. Donc, toutes les cellules du corps de la table avec une température négative. Exemple, -2, je donne à la cellule une classe de température négative. 4, 2, ici, -4, ici, -9. Sauvegarde. Le fait d'ajouter une classe, comme on en a parlé au cours 2, ne change rien à l'apparence. Mais là, maintenant qu'on connaît les sélecteurs de type classe, on sait qu'on va pouvoir cibler un regroupement d'éléments en utilisant une classe partagée. Alors, ce que je vais faire en 5, je vais me servir du sélecteur CSS de type classe pour donner les déclarations suivantes à tous les éléments avec une classe de température négative. Des fois, je l'écris en français, des fois, je l'écris en anglais, des fois, je mets un point avant. OK, mais quand je parle d'une classe HTML, que ça soit écrit en français ou en anglais, ça devrait être clair pour vous que c'est l'attribut classe. Alors, température négative, c'est déclaration-ci. Je reviens en haut. À l'intérieur de ma balise style, je débute mon sélecteur par un point, parce que c'est un sélecteur de type classe. Température négative, j'ouvre mes accolades. J'ai ma première déclaration ici, et j'ai ma deuxième déclaration. Et je m'assure de prendre le temps de bien indenter mon code en me servant de la touche Tab, la touche de tabulation. J'ai parlé déjà là, des différentes techniques au cours 1. Je peux utiliser Shift Tab si j'ai une sélection, ou si j'ai plusieurs lignes, je peux aussi me servir de Tab pour augmenter d'un seul coup. Donc,
pratiquez-vous. Ça ne donne rien d'essayer de sauver du temps en début de session parce que plus tard, on aura quand même à faire ça. Alors, apprenez à bien indenter votre code. Température négative, background color red, sans même avoir parlé de propriétés et de valeurs encore, on en parlera en 2.3, 2.4, on peut se douter que ça va donner une couleur d'arrière-plan rouge et une couleur de police blanche à tous les éléments avec cette classe-ci. Sauvegarde et ça fonctionne. On termine avec le ID. Donc, on va donner à la cellule de demain, donc la première cellule du corps de la table, un ID de journée demain. On a deux attributs pour cette balise-là, attribut ID, attribut classe. Je vais cibler maintenant la première balise. Je suis certain que cette sélection-là sera unique parce qu'elle est basée sur un identifiant unique, un ID. Et je vais donner la déclaration suivante. Font size 4EM. On reparle, je dis EM là, par habitude, mais c'est M, la bonne façon de prononcer. Donc, font size 4M. On reparle de cette dimension-là tout à l'heure. Donc, mon sélecteur de type élément, journée-demain, mes accolades, font size 4M. Je sauvegarde et je vois bel et bien la différence pour l'élément avec ce ID-là. OK? Ça fait le tour de l'exercice. On a eu la chance de pratiquer ce qu'on avait démontré en 2.1, l'emplacement spécifique pour écrire du style, même si on verra une meilleure façon tantôt, et les trois types de sélecteurs, éléments, classe et ID. Donc, merci pour votre écoute. J'arrête la capsule ici. On se revoit en 2.2 pour parler de l'extraction de ces règles de style-là dans un fichier de style externe. Merci, à plus tard.